Mesdames, Messieurs, bonjour. Frédéric Dray, journaliste, chroniqueur de temps en temps sur France Inter le samedi dans l'émission CO2 Mon Amour, où nous parlons souvent du sujet qui va être débattu, la rénovation énergétique, dont tout le monde se plaint de la lenteur. Chacun, on voudrait que ça aille très très vite et ça a pris une dimension particulière avec ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à Marseille, il reste des maisons insalubres qui s'effondrent, des maisons insalubres qui sont aussi des gouffres énergétiques. Ça fait partie du sujet. Comment faire en France pour rénover les bâtiments, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de passoires énergétiques, comment faire pour lutter contre la précarité énergétique. Chacun se plaint de la complexité des choses, de la complexité des financements. Beaucoup ne savent même pas qu'il existe des financements et des process d'aide, y compris chez les élus. Oui. Vous m'entendez ou pas? Non, parce que je ne sais pas, j'ai pas de retour en fait. Non, mais nous, on n'a pas de retour en fait. On n'a pas de retour sur le plateau. Et là, vous m'entendez? Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et pour travailler sur cette question, une étude exclusive de Coda Stratégie a été réalisée pour Texial. Et je passe la parole à Texial en la personne de Mathieu Payot. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ici pour vous présenter effectivement les résultats de l'étude qu'on a menée avec Coda Stratégie. Et je tiens d'abord à remercier l'ensemble des intervenants à la table ronde pour leur participation. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on a réalisé cette étude? En quelques mots, Texial, ça fait 30 ans qu'on accompagne les particuliers dans la rénovation énergétique. 30 ans qu'on les conseille avant, pendant, après leurs travaux, sur leur consommation d'énergie, sur leurs relations avec les artisans, sur quels travaux réaliser. Et pendant ces 30 ans, on a acquis quelques convictions. Et l'une d'entre elles, c'est le fait que le succès de la rénovation énergétique, le succès de la politique nationale de rénovation énergétique, il se joue en partie près du terrain, près des Français, près de l'habitat, près des logements. Et c'est quelque chose qu'on a souhaité illustrer aujourd'hui. Et plus près du terrain, à ce titre, il y a les collectivités territoriales qui représentent un maillon essentiel de la rénovation énergétique, la politique de rénovation énergétique. Mais c'est vrai que ces collectivités, elles se sentent souvent démunies en termes de moyens, démunies en termes de niveau d'objectifs à atteindre, parce que les niveaux d'objectifs sont quand même élevés, et démunies pour répondre aux attentes de leurs administrés, qui sont des attentes élevées. On l'a vu récemment dans le baromètre Opinionway Texial, mon expert rénovation énergie. Les Français sont globalement favorables à la rénovation énergétique. 80% d'entre eux, d'ailleurs, ont froid chez eux malgré le chauffage. 50% estiment que des travaux sont nécessaires dans leur habitat. Mais 90% d'entre eux, par exemple, méconnaissent les aides. On sait que presque, oui c'est ça, 80% des Français ne sont pas en mesure de citer une quelconque aide à la rénovation énergétique, malgré les moyens qui sont mis en place par l'État, malgré les différents dispositifs dont on a entendu parler encore la semaine passée sur le CITE, etc. 80% d'entre eux ne sont pas capables de citer cette aide. Alors l'enjeu du débat, c'est quoi? C'est compte tenu de cette expérience, compte tenu des différents acteurs, comment on va relever le défi, comment on va réussir à accélérer la rénovation énergétique au-delà des simples bonnes volontés. Et nous, on pense qu'on a besoin d'un travail qui soit un travail étroit entre les collectivités territoriales et les entreprises privées à l'échelle des territoires, et que c'est vraiment la condition sine qua non pour accélérer la rénovation énergétique. Je confirme, effectivement, les gens ne savent pas. Nous, on le voit bien aux auditeurs de France Inter quand on parle des... Vous m'entendez ou pas? Parce que j'ai aucun retour ici à droite. Quand on aborde ces sujets, c'est tout de suite vu comme très complexe et les mails des auditeurs sont toujours les mêmes. C'est on n'y comprend rien, il y a trop d'acronymes et où est-ce qu'on peut se faire aider? Alors voilà, sur le site, on met des sites, celui de l'ADEME, des espaces info-énergie, mais pas que. Quels sont les... Jérôme Gattier, vous êtes directeur général du plan développement durable. Quels sont les objectifs nationaux en termes de rénovation énergétique des bâtiments?
Très bien, très bonne question. Alors ceux qui n'ont pas fini leur sieste, ça va être le moment parce qu'on est parti dans un tunnel sur les objectifs nationaux. Alors notre pays a signé des engagements nationaux et internationaux et donc il inscrit ses politiques de développement durable, et ce qu'on appelle maintenant la transition énergétique et écologique et solidaire d'ailleurs, on va en parler, dans le cadre des politiques européennes. Mais nous avons voulu en France être à la fois très participatif, de ce qu'on a appelé le Grenelle de l'environnement, et la mission que je dirige a pris sa naissance dans le Grenelle de l'environnement, et on a voulu être très ambitieux. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces objectifs, beaucoup disent qu'on n'y arrive pas tout à fait, c'est sans doute vrai, ils sont d'ailleurs difficiles à mesurer. Beaucoup de choses se font et ce qu'il faut dire aussi, c'est que malgré les changements politiques qu'il y a eu, on a toujours eu une continuité dans ce domaine puisqu'on a eu une séquence de 10 ans avec les lois Grenelle, la loi de transition énergétique et tout est axé dans tous les secteurs sur la diminution des consommations d'énergie avec récemment une inflexion pour mettre plus l'accent sur le carbone et maintenant, on recherche à l'horizon 2050, enfin, la France vise la neutralité carbone. C'est-à-dire que ce qui restera comme émissions de gaz à effet de serre, il faudra les avoir compensées par des actions sur le territoire national. En termes mathématiques, quel objectif on assigne au bâtiment? Quel doit être le montant de sa réduction d'ici 2050 de consommation d'énergie? Au niveau national, tout secteur confondu, c'est ce qu'on a appelé le facteur 4, donc c'est divisé par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Et dans le secteur du bâtiment, car certains ont pensé qu'à la fois c'était peut-être plus facile que dans d'autres domaines, c'est là qu'on se heurte à trop de difficultés, et qu'il y avait plus de potentiel, en tout cas, dans le domaine du bâtiment, c'est le facteur 8. Donc divisé par 8 les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'était avant qu'on décide de faire la neutralité carbone comme objectif. Donc le suspense est total, puisque nous allons avoir d'ici mars prochain des nouveaux exposés, de nouvelles concertations sur la politique nationale en matière d'énergie et de stratégie bas carbone qui vont être concertées et décidées et qui vont arriver au dernier résultat. Mais on voit que c'est considérable dans tous les segments, que ce soit la maison du particulier, la copropriété, le logement social, le tertiaire public et le tertiaire privé. Admettons qu'on reste à une division par 8. Concrètement, en termes de kilowattheure, ça veut dire quel montant de réduction en termes de consommation d'énergie? C'est du même ordre? C'est divisé par 8 ou c'est, on peut dire pour simplifier que c'est du même ordre. Mais on voit qu'en fait, s'il faut aller encore plus loin à atteindre la neutralité carbone, il va falloir combiner des très fortes diminutions de consommation qui consistent à agir sur les comportements, sur la manière dont les installations sont gérées, sur la manière dont elles sont renouvelées, sur la manière dont les bâtiments sont améliorés dans leur enveloppe, et combiner cela avec des changements de vecteurs d'énergie pour aller vers des solutions de production, de distribution d'énergie qui comportent moins de gaz à effet de serre. Il va falloir combiner les deux pour y arriver. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout dans le sujet de la conférence, que je dis aussi, mais je suis désolé, ce n'était pas prévu, c'est qu'on voit que, non seulement bien sûr la rénovation énergétique est très importante, mais on dit toujours le neuf c'est bien, mais c'est 1% de la surface construite chaque année. Mais si on regarde bien l'impact de la construction neuve, avec tout ce qui est incorporé indirectement comme énergie, comme gaz à effet de serre, dans les matériaux, dans les équipements, on est plus près de 20 ou 30% de l'impact annuel du monde du bâtiment et de l'immobilier. Et donc on a un enjeu qui est de doublement rénover les bâtiments existants, c'est de garder attractif notre immobilier existant pour ne pas inciter les gens à partir plus loin, à tout point de vue d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, plus loin dans des maisons neuves qui vont consommer à tout point de vue des ressources, même si elles sont performantes en consommation énergétique tous les jours. Voilà. Mais l'analyse du cycle de vie n'est pas favorable et favorise encore un peu plus la rénovation. Pour finir, en termes de rénovation, est-ce qu'on peut... on parle de quel bâtiment par rapport à leur étiquette énergétique? On est sur les E, les F, les G, ou c'est tous les bâtiments qui sont à partir de C compris? Alors tous les bâtiments...
Alors là, on rentre dans des débats. Tous les bâtiments peuvent progresser. Oui, C'est vrai que si on évidemment. a des priorités, notamment dans les priorités sociales, si on je vois, il y a Vincent qui est là pour parler de ce que fait l'Agence nationale de l'habitat vis-à-vis des publics précaires. C'est vrai qu'on va agir en priorité dans le logement privé pour essayer de faire sortir les gens de ce qu'on appelle la précarité ou la pauvreté énergétique. C'est que soit ils ne peuvent pas se chauffer correctement parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, soit ils ne peuvent pas se chauffer correctement parce que l'immeuble est tellement dégradé que ce serait ruineux. Enfin, c'est deux facteurs qui se rejoignent d'ailleurs. Ça fait combien de logements en France, on peut l'évaluer? De logements qui sont dans cet état-là, qui sont des passoires énergétiques? Alors, alors, il va me corriger qu'il y a 4 à 5 millions de logements et les objectifs nationaux, c'est d'éradiquer les passoires énergétiques habités, possédés par les ménages modestes en 10 ans, qui représentent 1 500 000 logements, sous contrôle de Vincent Perrault. Voilà. On va lui poser la question tout à l'heure. Et à l'heure actuelle, on en a combien de logements rénovés par an par rapport à l'objectif? Alors il y a un objectif national qui est une sorte de mantra, qui est de dire qu'il faut faire 500 000 Voilà. rénovations par an. Et on en a combien? Et on pense qu'on arrive à peu près à... Alors je réponds en 2 temps. C'est que d'abord, on considère qu'on arrive à peu près à 400 000. Alors on voit que cela combine ce qui se fait dans le logement social, ce qui se fait dans la copropriété et ce qui se fait dans le partie commune, partie privative et dans la maison individuelle. Et le bémol, c'est qu'en fait, en pratique, c'est pas du tout une échappatoire, mais tout le monde s'interroge pour savoir comment compter ces rénovations. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens font des travaux chez eux. Il y en a, ils vont changer les menuiseries extérieures, donc en français courant, ils vont changer les fenêtres parce qu'il y a trop de bruit. Ou alors, ils vont refaire leur toiture. Donc, les gens font des travaux chez eux pour un certain nombre de motivations. Et dans ces travaux, il y a une partie qui a un impact d'amélioration énergétique. Une partie. Donc, à partir de quand on considère que ça compte? Vous savez, si vous faites les bâtonnets, puis vous en faites 4, et hop, le 5e en diagonale, comment vous faites un paquet de 5 pour compter les rénovations énergétiques? Donc, on est dans un système à la fois statistique, d'enquête, de constat. Plus c'est sérieux, plus on a les chiffres avec retard, et c'est dur à compter. Voilà. Mais bon, on n'est pas tout à fait l'objectif, et si vous pouvez faire encore mieux, ce serait mieux. Donc Merci. c'est pour ça qu'on est au Salon des maires, c'est que ces politiques doivent être portées au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental et au niveau des mairies, car la mairie est l'échelon de confiance des particuliers. Et moi qui suis fonctionnaire de l'État, je le reconnais humblement, et donc c'est un facteur de confiance pour donner envie aux gens de faire. Merci. Jean-Claude Migette, vous êtes président de Coda Stratégie. C'est vous qui avez conduit cette étude. Présentez-nous le premier thème. Tout d'abord, on peut déjà dire 2 mots sur la façon dont on a procédé pour réaliser cette étude. C'est une étude essentiellement qualitative, c'est-à-dire qu'elle repose sur des entretiens avec quelques dizaines de décideurs et de responsables techniques au niveau local. Donc 36 très précisément. On était parti sur l'idée de privilégier les communes et en fait il est ressorti assez rapidement que la compétence était quand même largement transférée au niveau des communautés de communes. Donc c'est plutôt ce niveau-là qu'on a interviewé. Et puis on a également réalisé quelques interviews auprès de départements et de régions pour avoir un panorama un peu plus complet. Donc c'est une étude essentiellement qualitative. On a cherché à privilégier des collectivités moyennes, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher des collectivités portant des programmes pilotes qui nous auraient tenu des discours extrêmement structurés et pertinents. Donc là, très clairement, on a appelé un peu au hasard, sans avoir d'a priori sur les profils qu'on souhaitait chercher. C'est ce qui donne, je pense, l'intérêt à cette étude, c'est que finalement, on réalise une photographie de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, sans privilégier les collectivités les plus avancées dans le domaine. Voilà, en quelques mots sur la façon dont on a procédé.
Alors, je ne sais pas si on parle tout de suite des résultats. Oui, où en est-on, en effet? Alors, Voilà. sur les résultats hein, de cette étude, ce qu'on peut dire, c'est que on a été frappé dans la réalisation de ces interviews par le fait que on était face à des interlocuteurs qui se cherchaient encore un petit peu, qui étaient en réflexion sur les stratégies de la collectivité à mener, qui s'interrogeaient par exemple sur la façon dont ils allaient travailler avec les plateformes territoriales de rénovation énergétique, quelle serait la répartition des compétences. Donc ça, c'est un premier résultat, je dirais, c'est qu'il y a cette idée que les collectivités aujourd'hui sont en réflexion sur leur stratégie, malgré le fait que ça fait quand même pas mal d'années qu'elles sont compétentes sur le sujet. Le second point qui ressort de cette étude, c'est qu'il y a une véritable recherche dans les interventions des collectivités, une véritable recherche sur la qualité des rénovations, c'est-à-dire l'idée de dire on va imposer des gains en performance énergétique importants. Nous, sur l'échantillon, je crois que c'est autour de 32% en moyenne. Avec l'idée que donc les aides financières seraient conditionnées au fait qu'on vise à ces objectifs. Donc ensuite, le troisième enseignement de l'étude, c'est qu'on est sur des objectifs quantitatifs qui sont importants au niveau des territoires, mais très ciblés sur les populations modestes. C'est-à-dire que, et c'est très bien, enfin je veux dire, c'est pas du tout une critique, mais ça veut dire qu'en gros, les collectivités aujourd'hui, telles qu'elles se positionnent, ciblent leur action sur les populations modestes. Et le non-dit, c'est que finalement, les autres catégories de population, eh bien, elles vont elles-mêmes procéder à leur rénovation sans qu'il y ait nécessité de leur apporter un soutien particulier. Évidemment, quand on fait l'analyse de ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que de ce point de vue-là, il y a un domaine qui est mal couvert aujourd'hui par les collectivités et auquel elles devraient réfléchir, mais ça, je pense que je ne vais pas trop anticiper sur les conclusions. L'autre aspect, le quatrième résultat, c'est qu'il y a une véritable volonté d'accompagnement des ménages, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire on ne va pas se lancer dans des travaux de rénovation sans avoir préalablement incité les ménages à réaliser un diagnostic énergétique pour prioriser les travaux. On va les accompagner dans la réalisation, et ça se passe, bon, je pense que dans le cadre de programmes de rénovation de l'habitat, d'opérations de programmation de rénovation de l'habitat, ça se passe souvent en partenariat avec les opérateurs de l'ANA, ou bien ça peut être pris en charge directement hein, dans le cadre de certaines collectivités qui mettent en place des ressources propres sur le sujet. Cela étant, le constat aussi, c'est que ça ne se développe que s'il y a un financement derrière et qu'il n'y a pas de demande spontanée sur ces sujets d'accompagnement. Ça, je crois que c'est au-delà même de l'étude qu'on a réalisée, c'est un constat qui peut être fait. Et puis, il y a cette idée qui a déjà été évoquée que les collectivités sont conscientes du fait qu'il faudrait simplifier les démarches, que la multiplication des interlocuteurs, que la multiplication des sigles. Nous, dans l'étude, on a mis une page entière pour indiquer les abréviations qu'on utilisait dans l'étude et leur signification. Je vous avoue qu'on a été recherché sur Internet à un certain nombre d'occasions quand même. Hein. Donc, y compris nous qui sommes censés être des spécialistes du sujet, on est amené quelquefois à aller se demander mais qu'est-ce que ça veut dire précisément que ce cycle. Donc j'imagine que pour les particuliers, c'est extraordinairement compliqué. Voilà, donc une volonté de simplification. Et peut-être on peut regarder le slide suivant. En termes quantitatifs, on a des objectifs importants qui sont affichés hein, sur les territoires, mais qui, quoi qu'ils soient importants, nous paraissent en deçà de ce qui devrait être fait pour atteindre les objectifs qui ont été évoqués précédemment. Donc voilà en quelques mots les principaux résultats de l'étude. Il y a un chiffre qui m'effraie là, 0,3%. Oui, alors, ce n'est pas 0,3% de rénovation, hein, c'est 0,3% d'intervention des collectivités. Donc nous, on a extrapolé, ça ferait 90 000 interventions par an sur les 500 000, avec l'idée que les 410 000 autres, il
faut qu'ils se débrouillent, quoi, en gros. Hein. Bon, quelle impression générale ça vous a donné? C'est qu'on est largement de ça des objectifs, c'est que ça va trop lentement, c'est que c'est trop complexe? Alors, l'impression générale qu'on a, qu'on tire de cette étude, c'est qu'il y a manifestement la prise de conscience de la priorité que constitue ce thème de la rénovation énergétique. C'est que aujourd'hui, les collectivités se positionnent davantage comme des distributeurs d'aide, entre guillemets, plutôt que comme des chefs d'orchestre sur leur territoire. Et ça, mais c'est-à-dire qu'on distribue les aides et on ne vérifie pas ce qu'on en fait. Voilà. Et puis, il y a cette idée qu'effectivement, on est sur des stratégies qui aujourd'hui encore se cherchent, en fait, très clairement. On verra ça après dans la deuxième partie de l'exposé. Effectivement, hein, vous l'avez dit, la France a une industrie florissante, c'est celle des acronymes. Personne n'y comprend rien. Il y avait des acronymes assez simples à l'ADEME, hein, Espace Info Énergie EIE, mais vous en avez créé un nouveau, FAIR, le réseau FAIR, donc on ne parle plus d'Espace Info Énergie. En quelques mots, ce réseau d'Espace Info Énergie, de plateformes, alors je ne sais plus, PTRE, c'est quoi? Ah, alors là, vous me faites faire un exercice assez compliqué. Alors, ah bah si même vous n'y arrivez pas. Non. Juste déjà pour redire que les collectivités sont engagées déjà depuis pas mal d'années avec nous sur les espaces info-énergie. Hein. Ça date de 2001 et elles cofinancent avec l'ADEME, il ne faut surtout pas l'oublier, avec les directions régionales de l'ADEME, elles sont à la même hauteur de cofinancement des espaces info-énergie depuis 17 ans. En effet, on est aujourd'hui à on va dire une croisée des chemins parce qu'on s'aperçoit que il y a besoin à la fois de massifier, on le voit bien, hein, c'est ce que tout le monde dit aujourd'hui et c'est vrai, mais pas que. Il faut massifier tout en ayant en tête de garder une performance dans les rénovations réalisées. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de massifier des gestes simples qui pourraient même occulter après la possibilité de faire des travaux qui permettent d'aller vers une trajectoire BBC, qui permettent d'avoir une rénovation haut de gamme. C'est même pas la question du haut de gamme, efficace du logement. Mais sur le réseau tel qu'il existe, ça j'ai bien compris la philosophie, il y a combien d'espaces info-énergie, combien de plateformes? Je vais vous répondre, mais je vais vous expliquer juste un tout petit peu pourquoi les collectivités sont sont beaucoup plus engagées dans le dispositif qu'on veut bien le dire. Bon, c'est juste ça. Donc, massifier dans une idée de travaux performants et puis avec des travaux qui sont de qualité. Donc là, on voit bien qu'on a tout un tas d'acteurs, et c'est là où je vais pouvoir répondre à votre question. Qualité de travaux, c'est toute la partie, bien entendu, offre de travaux proposée par les artisans et les entreprises du bâtiment. Et cette qualité doit être à la hauteur des enjeux. Point barre. Et pour ça, il faut sensibiliser, mobiliser, former. C'est un des rôles du service public de justement aller au-devant des acteurs privés que sont les artisans et de les sensibiliser à cela. Le fait d'avoir une démarche de travaux performants, c'est le rôle justement, entre autres acteurs, mais c'est le rôle des conseillers FAIR. Alors, pourquoi FAIR? Pourquoi aujourd'hui il y a eu ce travail sur la marque FAIR, alors qu'il y avait les EIE qui existaient, les PTRE qui étaient venus se rajouter avec la loi sur la transition énergétique et également avec les appels à projets de l'ADEME? Eh bien, parce que il y a eu tout un travail de fait très intéressant par le rapport Piron-Faucheux l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, qui a dit bon, c'est très chouette, il y a plein de choses qui sont faites, les collectivités sont vraiment embarquées dans la dynamique, que ce soit au niveau local, qu'au niveau territorial, au niveau régional. Par contre, il y a un foisonnement de sigles et c'est vrai que c'est pas simple pour un particulier qui arrive d'avoir une entrée et en particulier pour les ménages non modestes, ceux dont vous parliez, monsieur. Parce que les ménages modestes, c'est vrai que globalement, c'est l'ANA qui s'en occupe et je dirais que l'entrée est relativement simple et visible. Les ménages non modestes, c'est un peu plus compliqué. Il y a les EIE, les PTRE, etc. Alors, et puis les acteurs privés. Donc, il fallait trouver quelque chose qui puisse embarquer d'abord tout le monde dans ces trois idées-là, massifier cette idée de performance et cette idée de qualité de travaux. Ça a été l'idée de la marque FAIR et c'est ce que nous avait proposé le rapport Piron-Faucheux qu'on a mis ensemble en place avec le plan bâtiment durable.
et le ministère, bien entendu. La marque Fer donc, est sortie le 10 septembre. L'idée, c'est d'avoir derrière donc, des espaces conseils relevant du service public. Ce sont les EIE, l'espace Info-Énergie, ce sont les plateformes d'accompagnement qui viennent derrière les EIE prendre par la main, pour être visuel, prendre par la main le particulier qui est venu prendre les premières infos sur les travaux de rénovation énergétique qu'il peut mettre en place dans son logement. Donc, ces espaces conseils qui sont du service public et qui, malgré tout, du coup, on a une force de frappe assez importante. Alors, à la fois en termes de quantité, on est sur environ 155 000 contacts par an, contacts directs par an. 248 EIE, 150 plateformes. Oui, 250 EIE, enfin 248 EIE, vous avez complètement raison, 150 plateformes. Et sur tout le territoire, le maillage est complet ou il y a des Les EIE, c'est sur tout le territoire. Les plateformes, elles sont en train de monter en puissance. Il y a eu un arrêt des financements en 2018, donc il a fallu qu'on revoie les choses. Et puis, il y a eu surtout l'arrivée du SPPEH, le service public de la performance énergétique de l'habitat, qu'il faut qu'on déploie sur le territoire. On est en train justement d'expérimenter ce déploiement. Enfin, on va démarrer l'expérimentation de ce déploiement avec la région Bretagne et avec la région Bourgogne-Franche-Comté, et puis dans une moindre mesure avec la région Occitanie. Donc pour que ce service public prenne vraiment forme, il s'appuie sur l'existant. Il y a déjà des experts sur les territoires qui sont portés par les collectivités et l'ADEME. Ce sont les EIE, les animateurs de plateforme. Ils s'inscrivent dans cette marque Fer. Et ces espaces Info-Énergie sont financés par les collectivités? Alors, à moitié-moitié, collectivité, direction régionale ADEME. Et puis les plateformes, c'est qui en période de restriction budgétaire a pu entraîner quelques soucis dans par définition, Info-Énergie. Par définition, puisque nous sommes sur un contexte d'argent public. Aujourd'hui, les espaces Info-Énergie n'ont jamais eu alors, sauf dans certaines régions, n'ont jamais eu en tout cas au niveau du financement ADEME, pour l'instant, il n'y a pas de désengagement du tout. Là où ça a été plus compliqué, c'est sur les plateformes, et c'est pour ça qu'on a mis en place et qu'on va mettre en place ces contrats d'expérimentation directement avec les régions qui pourront après contractualiser avec les EPCI. Merci Monsieur Perrault. Qu'est-ce qu'il en est, donc Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat? Un petit focus sur la précarité énergétique. Ça concerne qui et on la cible comment et qu'est-ce qu'il faut faire avec cette population? On a évoqué plusieurs idées jusqu'à présent. La confusion du rôle des collectivités, vous disiez, voilà, peut-être parfois elles se dispersent un peu trop, effectivement. Je voudrais juste revenir sur une idée forte. Le marché de l'amélioration de l'habitat, c'est avant tout un marché sur lequel nous, pouvoirs publics, tout autour de la table, on essaye d'influencer, qu'on essaye de driver, voilà, vers de meilleures pratiques qui intègrent notamment des objectifs environnementaux, mais pas que, également sociaux. Sur ces 60 milliards, la rénovation énergétique, c'est 15 milliards. Sur ces 15 milliards, la part liée au pouvoir public, elle est bien inférieure. Alors, à la question quel doit être le rôle des collectivités locales, est-ce qu'elles peuvent être vraiment chefs d'orchestre et vraiment piloter complètement ce marché? Je ne pense pas. Et une des orientations nécessaires, c'est s'occuper des ménages les plus en difficulté. D'où j'atterris sur votre question. Qui sont ces ménages? On peut définir un ménage en précarité énergétique, c'est défini par la loi de 2010. C'est globalement quelqu'un qui consacre bien trop de ressources de ses revenus à se chauffer, tout simplement. C'est-à-dire, c'est combien, 10%? On a plusieurs définitions académiques, mais on peut retenir juste le taux effectivement d'effort énergétique, comme on dit, de 10%. Puis là, c'est le volet un peu de précarité énergétique lié au logement. On peut y associer une approche de la mobilité, comme l'actualité nous le dit, avec une précarité énergétique liée à la mobilité. Et donc l'INSEE, d'ailleurs, avait, il y a quelques années, effectué toute une bibliographie sur cette idée de vulnérabilité énergétique qui associait celle liée au logement et celle à la mobilité. Vulnérabilité qui peut augmenter dès lors que le prix du gaz ou le prix du fuel augmente. Il y a un lien direct, il y a un lien rapide entre les deux. Tout à fait, il y a un lien. Dès lors qu'il y a un fort lien entre le prix de l'énergie et la facture que va dépenser un ménage, vous avez deux réactions possibles. Vous avez soit vous continuez à dépenser, soit vous restreignez, et on arrive à des ménages qui ne se chauffent plus. Donc effectivement, ces ménages-là vont rentrer dans une catégorie un peu fantôme. Ça va être des ménages qui ne rentrent pas dans le critère de 10% parce qu'ils ont arrêté de se chauffer. Et c'est un vrai sujet aussi.
Et des ménages qui arbitrent aussi entre remplir le réservoir de la voiture et remplir la cuve à chauffer. fioul. Et continuer de chauffer une pièce qui est ouverte au vent, qui est très humide. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont condamner une pièce pour essayer finalement de chauffer que le cœur, le principal cœur de leur logement, l'unité de vie. Ils vont éviter de se chauffer dans la chambre à coucher. Ou bien, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement au quotidien, ils vont porter 3-4 pulls. Ça, c'est vraiment la réalité des gens qui sont en précarité énergétique. Mais en fait, il n'y a pas un profil type de ménage en précarité énergétique. Il y a une multitude. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste un profil de ménage, c'est un profil de ménage, de couple ménage et logement. Ce qui rend l'exercice extrêmement difficile lorsque vous, en tant que pouvoir public, collectivité ou collectivité nationale ou locale, on doit définir une politique, on doit définir des dispositifs d'aide et de soutien, car il y a vraiment un besoin de sur-mesure. Et on a un enjeu et une apparente contradiction, en apparence irréductible, entre la massification qu'évoquait Roselyne à l'instant et le besoin de sur-mesure. Quels sont les freins identifiés à la rénovation énergétique, Monsieur Migette? Je continue. Voilà. Je dirais que les freins, ils sont. Alors, on parle des freins du point de vue des collectivités. Clairement, l'étude portait sur les collectivités. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire en termes de constat, c'est que les aspects accueil et information du public sont gérés globalement par les collectivités, soit en direct, soit en passant avec des partenaires. Le diagnostic énergétique également est plutôt pas mal pris en compte, même si on s'aperçoit que ce diagnostic énergétique, en fait, il n'est porté que dès lors qu'il y a un soutien financier. C'est-à-dire qu'il y a peu de ménages qui spontanément vont faire réaliser un diagnostic énergétique. On a également des missions d'assistance à maître d'ouvrage qui sont également bien prises en charge, là plus généralement avec des partenariats. Aujourd'hui, ce qui fait défaut quand même, c'est qu'on a peu de retour sur les résultats des travaux qui sont mis en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois que les chantiers sont réalisés, on a eu aucune collectivité qui nous a dit on s'intéresse à ce qui s'est passé après. On s'intéresse au fait de savoir si la consommation a réellement diminué, même si on sait bien qu'effectivement, les gens ils peuvent utiliser une performance énergétique supérieure simplement pour mieux se chauffer. Mais en tout cas, il n'y a pas du tout d'analyse qui est faite sur les résultats des efforts qui sont consentis ex post. Alors certaines, si on était allé chercher des collectivités pilotes, on aurait trouvé des expériences, je veux dire. Mais globalement, sur nos 36 collectivités, là, on n'a pas trouvé du tout cet aspect-là. Mais les gens comme Enedis, les responsables des réseaux de chaleur urbain, n'ont pas une idée quand même de l'impact de la rénovation énergétique sur la consommation du gaz, de l'électricité, du fuel, de la chaleur urbaine? Moi, je dirais on a très peu d'impact, très peu d'analyse des impacts. Une fois encore, on va toujours trouver des expériences pilotes dans lesquelles c'est réalisé. Ça, c'est vrai. Mais si on raisonne sur le marché dans sa globalité et dans sa masse, aujourd'hui, on a très peu de retours sur à quoi ont servi toutes ces sommes, toutes ces aides publiques qui ont été dépensées. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important. L'autre point qui est également important et qui constitue Monsieur Gattier. Si je comprends bien, ce que vous dites, c'est qu'au niveau des collectivités, il n'y a pas d'études faites en ce sens. Oui. D'accord, on est d'accord, Oui. mais parce qu'elles existent au niveau national. Après, ce qui est difficile, c'est de trouver... les collectivités qui font beaucoup de choses n'ont pas forcément l'idée ou le potentiel ou les moyens ou l'envie de déclencher des études statistiques sur les conséquences en termes de consommation énergétique des travaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études, parce que l'ADEME en fait, les services statistiques en font. Et après, alors ce qui est vrai, c'est que les appliquer au ressort exact de telle ou telle collectivité, c'est pas évident. Et en plus, les études générales sont anonymes, forcément. Et après, on peut aussi interviewer des gens et voir s'ils sont satisfaits, si leur consommation a diminué ou si c'est leur confort qui a augmenté. Je veux dire, je pense que si vous... Ça sert aussi à animer le débat. Je me permets de rebondir sur votre propos, monsieur. Mais du coup, monsieur Voilà. Gattier, qu'est-ce que l'État a à dire? Est-ce que l'État voit une baisse de la consommation à mesure que la rénovation énergétique des bâtiments se fait?
Est-ce que c'est réel? Alors, Est-ce que c'est mesurable? On mesure une baisse de la consommation énergétique. Ce qu'on mesure en fait, c'est qu'il y a des améliorations qui sont faites au niveau du chauffage, de la climatisation, notamment rapportées au mètre carré construit. Et alors, qui s'améliorent et qui ne vont peut-être pas assez vite par rapport à nos objectifs très exemplaires et très ambitieux. Et il y a des facteurs qui jouent dans l'autre sens ou dans le mauvais sens. C'est d'abord l'augmentation des surfaces, puisque chaque année on construit, et d'ailleurs il y a toute une partie des pouvoirs publics qui se félicitent de la grande activité de construction, donc il faut voir, voilà. Et l'autre aspect, c'est que quelque chose qui touche beaucoup plus au mode de vie actuel, c'est tout ce qu'on appelle les consommations d'électricité spécifiques ou de confort, et d'audiovisuel. Mon père, il disait l'idioovisuel, mais il était très très âgé déjà. L'audiovisuel et les outils numériques et autres, eh bien, ceux-ci croient très fort. Et il y a toujours une prudence ou un tabou. On ne veut pas commencer à régenter. Les pouvoirs publics ont du mal à se mettre dans le rôle de régenter la consommation des gens dans ce domaine-là, qui est quand même du domaine de la vie individuelle. Donc voilà un peu le tableau. Oui, multiplication de ces postes de consommation qui atténuent les économies réalisées, les corrigent un peu, ce qu'on appelle l'effet rebond. Monsieur Migette. Oui, non, tout à fait. Hein, il y a effectivement des études macro, je dirais, qui sont réalisées. Ça, je ne veux pas du tout mettre ça en cause. Ce que je veux dire, c'est que, au final, quand les gens ont touché leur aide, ont réalisé leurs travaux, on a finalement peu de retour sur les résultats et aussi assez peu d'accompagnement. C'est-à-dire que pour les collectivités qu'on a, nous, interviewées, il y a peu de retours, c'est-à-dire de discussions, par exemple, avec les ménages qui ont effectué des travaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que les performances soient meilleures que celles que vous observez, etc. Donc, évidemment que des études globales sont faites. On peut s'interroger sur peut-être que c'est complètement utopique, mais sur l'intérêt qu'il y aurait quand même à accompagner au-delà du moment où on récupère le logement rénové, quoi. Monsieur Payot. Disons que cette question de l'accompagnement tout au long du chantier, ça soulève et ça revient sur la question aussi soulevée par Madame Forestier, de l'efficacité des travaux réalisés in fine. De mémoire, c'est justement l'étude Trémy de l'ADEME qui a été publiée le mois passé, qui explique que, je crois que c'est 75%, mais corrigez-moi si je me trompe, des travaux réalisés par les Français dans des logements qui n'ont pas donné lieu à l'amélioration de la classe énergétique du logement. Ou 25%, pris autrement, le chiffre de l'étude, je crois qu'il est pris comme ça, 25% des travaux ont donné lieu à une évolution de la classe énergétique. Alors, on peut supposer d'ailleurs qu'une partie de ces Français qui ont réussi à franchir une vraie classe de performance dans la rénovation de leur logement étaient accompagnés notamment par des EIE ou des plateformes. Maintenant, il y a les 75% restants dont il faut s'occuper. Et le sujet de l'accompagnement, finalement, pour l'ensemble des ménages français qui doivent réaliser des travaux de rénovation énergétique, c'est un sujet qui est important. Si on le met en perspective, il faut emmener les Français faire de la rénovation énergétique. Alors, qu'est-ce qui bloque? Je reprends le baromètre Texial OpinionWay, mon expert rénovation énergie. Les Français sont conscients des enjeux et de l'intérêt de la rénovation énergétique. Les arguments liés au confort, les arguments sont avancés par 90% des Français quand on leur demande que pensez-vous de la rénovation énergétique. À 90%, ils vous répondent ça peut rapporter du confort. À 85%, ils vous expliquent ça peut permettre des économies d'énergie. À 82%, ils peuvent citer l'amélioration de la valeur patrimoniale et évidemment l'environnement vient aussi. Donc je dirais les moteurs et les raisons d'aller vers la rénovation énergétique, ça c'est partagé, c'est connu, c'est quasiment de l'acquis pour les Français.
Oui, mais concrètement, c'est du déclaratif, ça. Concrètement, les Français. Ça, c'est du déclaratif. Mais l'autre déclaratif des Français sur ce sujet-là, c'est que 77% d'entre eux disent, en gros, les travaux de rénovation énergétique, c'est de la complexité. Et on a vu tout à l'heure, 78% ne connaissent pas les aides à la rénovation énergétique. Alors, est-ce que c'est grave ? C'est pas vraiment grave si on les accompagne. Ça évitera que 66% des Français à qui on demande quelle est la principale perte, la principale déperdition d'un logement, s'engouffrent dans les fenêtres. Alors que c'est 10, 15, 20% quand bien même, maximum. quand bien même, effectivement, les combles, les murs, et effectivement parfois les ouvrants, mais combles les murs, l'enveloppe, font partie des principales sources de déperdition. Donc en gros, ce qu'on sent, c'est qu'il y a envie d'y aller. On en a même 50% qui nous disent « Oui, moi j'ai bien envie d'aller vers des travaux de rénovation énergétique, je suis conscient que mon logement aurait besoin de rénovation énergétique, mais en revanche, ils n'y vont pas. » Et si ça ne déclenche pas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser finalement leurs freins. Et on n'arrive pas à leur donner envie d'y aller. Et une fois qu'ils ont un début de commencement d'envie d'y aller, il faut qu'on arrive à les accompagner vraiment tout au long de leurs travaux pour que la rénovation soit efficace et que ce ne soit pas juste une petite rénovation qui ne donne pas les résultats finalement escomptés parce qu'ils n'ont isolé qu'une toute petite partie des murs ou une petite partie des combles et qu'éventuellement c'est incompatible avec la suite des travaux. Et je voudrais faire la différence, pour conclure sur cette partie, entre informer et vraiment accompagner. L'information, elle est disponible aujourd'hui partout. Vous allez sur Internet, vous avez faire.fr, vous avez les espaces info énergie, vous avez les sites des fournisseurs d'énergie, les sites des délégataires qui vont vous expliquer l'existence du crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui vont vous expliquer l'éco-prêt à taux zéro, qui vont vous expliquer la prime énergie, qui vont vous expliquer les différentes conditions pour y avoir droit. Donc tout ça, ça existe et on est capable de dire aux Français, voilà, si vous faites des travaux dans quel cadre, vous avez droit à telles aides et allez-y. Mais l'accompagnement, c'est quoi ? Moi, je me souviens régulièrement de clients, enfin de bénéficiaires qui passent sur notre site internet. Et je me souviens d'un bénéficiaire en Côte d'Or qui prévoyait de faire des travaux de rénovation quasiment, c'est presque une rénovation globale. Il avait 3-4 postes comme ça sur lesquels il voulait agir. Il y avait les combles, il y avait les murs et j'ai une incertitude sur le 3e. Il voulait faire appel à une entreprise générale, il a vérifié qu'elle était RGE. Et quand on a regardé son devis, qu'on a regardé il était à 2 doigts de se lancer, hein, il était convaincu, il y allait. Quand on a regardé un petit peu les papiers, l'entreprise, elle était RGE, mais pas sur tout le périmètre de ses travaux. Et ça voulait dire quoi pour monsieur en question ? C'est qu'il n'aurait pas forcément eu droit aux aides sur le reste des travaux. Il n'aurait pas bénéficié du CUTE, il n'aurait pas forcément bénéficié de la prime énergie, et donc derrière, il y aurait eu un effet déceptif. Donc c'est ça la prise en compte de la complexité, la prise en charge de la complexité du chantier et du projet, c'est vraiment d'accompagner de bout en bout sur les démarches technico-administratives de vérification, y compris en faisant, en aidant le particulier dans sa relation avec l'artisan, quand il n'y a pas les bonnes mentions sur le devis ou sur la facture, que du coup ça ne pourra pas donner droit aux aides et qu'il n'ose plus appeler son artisan et qu'effectivement on se retrouve à prendre le téléphone à sa place, quoi. Donc c'est vraiment un point important, c'est comment on fait pour accompagner ces Français vers une rénovation énergétique de très bon niveau. Et qui ne se trompent pas, qui ne commencent pas par les fenêtres alors que leurs combles ne sont pas isolés. Voilà, mais là il n'y a plus de CITE, je crois. Hein, pardon ? Pour les fenêtres. Oui. Ça pourrait revenir, hein, à mon avis. Pour terminer, Monsieur Migette, les solutions que vous avez identifiées pour lever ces freins. Oui, prenez le micro quand même. Oui, donc nous, on considère que, à la lumière des entretiens qu'on a réalisés, que la logique actuelle, si on reste dans le mode de fonctionnement actuel, on va aller vers du mieux, mais avec des progrès qui ne seront pas à la hauteur des enjeux qui ont été soulignés. Clairement, on pense que les collectivités doivent également,
outre le rôle qui est déjà le leur, doivent devenir des animateurs de leur territoire en termes de rénovation énergétique. Ça veut dire mobiliser finalement les acteurs privés. Il ne s'agit pas de s'y substituer, bien évidemment, mais en tout cas monter avec eux des partenariats, les animer, les convaincre aussi de la nécessité de se positionner sur le marché, d'avoir des stratégies plus ambitieuses. Aujourd'hui, je crois que les interviews qu'on a réalisées, personne n'est contre cet objectif. Personne n'est contre cet objectif sur le principe. Après, c'est dans le détail qu'il y a des problèmes, parce que il y a d'abord globalement un constat qui est de dire nous n'avons pas la même logique avec les acteurs privés. Les acteurs privés, nous, on est sur une logique de service public. Les acteurs privés sont des logiques de profit, qui ne sont pas remises en cause. Mais voilà, il y a simplement ce premier constat. Il y a un autre constat qui est de dire il y a des acteurs malhonnêtes. Donc, vous nous parlez de monter des partenariats. On va être très prudent par rapport à ça, parce qu'on ne va pas mettre le pied à l'étrier à des acteurs malhonnêtes. C'est des remarques qui sont revenues très, et il en très souvent. suffit d'une pour déstabiliser la réputation des entreprises Oui, privées. tout à fait. Et puis une collectivité va être très sensible à ça, très clairement, et c'est bien naturel. Après, il y a aussi cette idée que la chaîne d'acteurs privés est extrêmement complexe. On ne sait pas très bien qui fait quoi. Est-ce que c'est l'architecte? Est-ce que c'est le bureau d'études? Est-ce que c'est l'entreprise? Les entreprises qui sont positionnées sur les secteurs des CE2 ne sont pas connus, par exemple, par les collectivités, ou très mal connus. Il y a aussi cette idée de se dire, finalement, si on monte des partenariats, nous, on est dans une logique de marché public, donc on va s'exposer à des critiques. Donc il y a cette crainte qui existe également. Et puis il y a surtout le constat que les collectivités aujourd'hui ne connaissent pas les acteurs privés qui sont sur leur territoire. Les connaissent pas nominativement, mais même en termes de typologie d'acteurs. Ils ne savent pas exactement qui intervient, avec quelle logique, avec quelles compétences, etc. Et puis globalement, la remarque qui est revenue le plus souvent, mais on ne s'est pas posé la question, simplement. On ne s'est jamais posé la question. Donc on a ce sentiment qu'aujourd'hui on est face à deux univers qui sont extrêmement cloisonnés, et que la clé c'est quand même d'abattre les cloisons et de faire travailler ensemble à la fois les collectivités et les acteurs privés. Et on pense que les collectivités ont un rôle d'animateur vraiment à jouer. Bon, je crois que c'est aussi dans la suite, c'est exactement ce qui est affirmé dans les principes du service public de l'efficacité énergétique. Donc vous, le privé, vous n'en avez pas peur, Monsieur Perrault. Vous travaillez avec. Sous quelle forme? De quelle façon? De multiples façons, bien évidemment. Mais ce qui vient d'être dit est très important. C'est le marché qui va faire la grande partie du job. Donc déjà, il faut aussi savoir avoir une position en tant que pouvoir public assez humble. Ce n'est pas nous qui sommes en contact direct avec les ménages. Ce n'est pas nous qui allons chez les gens et qui faisons les travaux. Ceux qui font les travaux, ce sont les artisans et les entreprises dans certains cas. Et ceux qui font les travaux, qui scoltinent la difficulté de chaque situation de logement, les difficultés techniques, les changements de projet en cours de route, les avenants à présenter, etc., c'est les artisans et les entreprises. Et donc, il faut effectivement améliorer la connaissance et la culture du monde des artisans du côté des pouvoirs publics pour comprendre aussi leurs difficultés. Il faut aussi savoir mettre à juste place les questions de la compétence. Moi, j'ai extrêmement du mal avec une expression qui s'appelle la montée en compétence des artisans. Ça, je ne comprends pas. Surtout quand ça vient du public. Dire il faut faire monter en compétence les artisans. Oh là là, Ils le sont déjà. Ça sous-entend déjà que la moitié ou les trois quarts ne savent pas travailler. Alors, s'il y a bien des canards boiteux, ils sont toujours, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il suffit d'un cas pour faire tache d'huile. Je veux dire, comme de notre côté, il a suffi de quelques cas de traitement de dossier de demande de subvention à l'ANA hyper long, hyper compliqué, pour que tout le monde nous colle une image de l'ANA c'est compliqué, les délais sont longs, etc. Enfin, l'image est complètement réversible et réciproque. Donc oui, il faut absolument travailler. Ça fait 1 an et demi que nous, on s'est attaché à reprendre
des contacts, à prendre des contacts, à tisser tout un tas de partenariats nationaux avec le monde des acteurs du secteur privé. Il y a plein de familles. Moi, je parle généralement du jeu des 7 familles entre les énergéticiens, les acteurs des C2E, les acteurs de la distribution du négoce, les acteurs de l'ingénierie, et je dois en oublier certains, mais avec chacun de ces acteurs, chacun a son rôle dans une chaîne. Il faut comprendre, il faut savoir positionner tout le monde, et il faut faire en sorte que tout le monde partage la culture et les objectifs qui sont, de toute façon, qui ne pourront pas être portés par les pouvoirs publics uniquement. Ouais, mais comment on fait ça pour faire cette transversalité, pour mettre tout le monde autour d'une table? Ça veut dire quoi? Animer un écosystème, ce qu'évoquait monsieur à l'instant, localement, on peut le faire, on peut impulser, on peut aller discuter avec son entreprise de négoce. Il y a plus de 2500 entreprises de négoce en France qui ont des attaches très locales, qui voient passer tous les artisans localement. On peut tout simplement aller discuter avec ces gens-là, et au quotidien voir comment ils vendent les produits qui sont nécessaires à la rénovation énergétique, et comment est-ce qu'on peut améliorer certains vecteurs de prescription de solutions, comment est-ce qu'on peut créer des liens. C'est du personnel, c'est comment on discute et on améliore l'image de nos guichets d'information publique, que ce soit les EIE ou les guichets de l'ANA, auprès de ces acteurs du privé, pour qu'ils deviennent prescripteurs, pour que enfin ce qu'on pense être une évidence, à savoir que les aides publiques facilitent la rénovation pour un artisan, pour que ça soit vraiment une réalité. Et aujourd'hui, on en est encore un peu loin sur le terrain. Donc s'appuyer sur Point P, la plateforme du bâtiment, pour servir de par exemple, vulgarisateur, voire de coordinateur de travaux. C'est ce qu'on met en place. On travaille avec Point P pour que leurs technico-commerciaux discutent avec les artisans, voire éventuellement aillent chez les ménages. On travaille avec Engie pour que lorsqu'il y a une visite d'un technicien de maintenance d'une chaudière, il pense à évoquer également les autres sujets. On travaille avec des entreprises du conseil en Internet pour qu'ils pensent aussi à nos aides. On travaille avec les postiers et on vient de franchir un cap la semaine dernière en accordant une habilitation nationale à la Poste pour qu'ils puissent porter eux-mêmes des prestations d'accompagnement. Non seulement qu'ils fassent de l'information, mais qu'ils accompagnent et du conseil sur les travaux. Madame Forestier, c'est pas le rôle des espaces info-énergie, des plateformes, de servir de coordinateurs, d'aller trouver les bons artisans et de coordonner les corps de métier entre eux? Alors, en fait, l'appel à manifestation d'intérêt qu'avait lancé l'ADEME en 2014 pour lancer des plateformes de la rénovation, c'est exactement là-dessus. C'est exactement sur, justement, les collectivités ont besoin d'animer leur territoire, en particulier auprès des acteurs privés. Difficile, compliqué, c'est pas des acteurs vers lesquels les collectivités allaient de façon naturelle. L'idée était de lancer justement ces plateformes, et c'est ce qu'elles font depuis maintenant 4 ans, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, avec plus ou moins de complexité, mais c'est vraiment leur mission de base, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut comprendre comment fonctionne le secteur privé et puis l'animer pour œuvrer tous dans le même sens. Alors, il y a quand même 2 notions sur lesquelles j'aimerais revenir avec Vincent. Je suis complètement d'accord sur le fait que monter en compétence des artisans, c'est radical et c'est rapide. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de notions. Moi, ça fait maintenant 10 ans, 12 ans que je suis dans la montée en compétence des artisans, même si j'ai changé de poste entre-temps. On est parti quand même sur certaines notions, en particulier tout ce qui relève de l'étanchéité à l'air, la ventilation, de très loin quand même. Il y avait un petit besoin de remettre ce genre de notions au goût du jour. Donc, bon. Oui, puis parfois une grosse confusion entre inertie thermique et isolation des bâtiments. Disons que c'était pas inutile d'avoir fait les formations en masse, qu'ont été les formations FEBAT. Je pense que ça a apporté pas mal d'éléments complémentaires aux uns et aux autres. Et puis, il y a une deuxième notion sur laquelle ils avaient aussi besoin d'avoir des éléments, c'était sur le fait que, et ça c'est lié à notre fonctionnement français, les artisans fonctionnent en silo, c'est normal. Ils fonctionnent par corps de métier. Ils sont formés à l'école pour être sur un corps de métier principal. Or... Mais il n'y a pas que, c'est très français. Dans l'autre administration, c'est la même chose. Oui, voilà. Donc c'est très franco-français, on fonctionne dans son propre truc. Et on sait aujourd'hui, mais on l'a prouvé, on le sait, une trajectoire BBC, voilà, c'est comme ça. C'est une opération groupée qui sera la plus efficace. Maintenant, on sait aussi qu'il y a une problématique de financement, de mise en œuvre des travaux, etc. C'est pas parce qu'on va dire il faut faire de l'opération groupée, enfin une offre groupée de rénovation que les gens vont le faire. Nous les premiers.
en tant que propriétaire. Donc il faut trouver un système qui permet de passer étape par étape, sans que l'étape précédente empêche d'avancer sur l'étape suivante, donc étape par étape pour aller vers justement du BBC, enfin de la rénovation performante. Et ça, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Et pareil, les artisans ont besoin de comprendre quelle est la trajectoire gagnant-gagnant là-dessus. Je suis plombier, naturellement, je vais pas aller dire, non, venez pas acheter chez moi ma chaudière, allez donc chez mon collègue concurrent, enfin en tout cas d'un autre corps de métier, faire d'abord votre isolation, puis vous reviendrez plus tard chez moi. C'est logique, c'est pas normal. Donc il faut arriver à trouver un bon équilibre entre cette approche en silo et, désolé, la notion d'opération en tout cas des travaux performants où là il faut faire du groupé ou tout du moins au moins des étapes cohérentes et pertinentes. Merci madame, merci messieurs. Et un mot de conclusion peut-être ? Allez-y. Voilà. Donc ce qui me semblait important peut-être de résumer, c'est que la rénovation énergétique, c'est un enjeu qui est effectivement un enjeu de société, un enjeu environnemental. Et on voit aujourd'hui que ça devient aussi un enjeu de société. On voit les gilets jaunes qui tournent là, autour du parc. Et ça nécessite, pour l'atteindre, de dépasser des clivages qu'on a maintenus pendant des années, de changer les méthodes, parce que sinon on va rester sur les résultats limités qu'on a. Et parmi les besoins qu'on a identifiés, c'est un besoin de massifier finalement l'accompagnement. Et pour massifier l'accompagnement, pour éviter effectivement de faire des travaux trop partiels ou de faire des travaux inefficaces ou de ne pas pouvoir toucher les aides alors qu'on en a besoin, il est important d'arriver à se compléter entre entreprises privées et collectivités. Il faut qu'on arrive à apprendre à se faire notre place. Et effectivement, on peut se méfier du privé, on l'a entendu tout à l'heure. Maintenant, le privé peut donner des garanties. Les entreprises sérieuses du privé peuvent donner des garanties, il peut y avoir des cahiers des charges. Leur intervention peut être effectivement cadrée. Et je pense que les entreprises qui, aujourd'hui, discutent avec le plan bâtiment durable, qui mène un énorme travail de concertation autour de faire pour justement engager les entreprises privées à faire, typiquement, c'est effectivement un des gages de garantie de leur engagement dans la rénovation énergétique en France. Merci à tous. Merci à toutes et à tous.